à toi, noble Côte d'Ivoire, ô grand pays des bonnes gens. Nous apportons dans la victoire l'hommage de nos cœurs ardents. Dans l'amitié des peuples frères, Dieu guide-nous vers l'idéal, soumise à la devise chère, union, discipline, travail. Pour ta grandeur, riche et noble patrie, nous marcherons de l'avant, plein d'amour et plein de foi, de cœur unis. Au cours de notre vie, nous œuvrerons dans l'honneur pour le juste droit, de cœur unis au cours de notre vie. Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie, de la vraie fraternité, je vous salue. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire pour discourir de notre projet de société, du projet de société du REVAS. Faisons la politique autrement. Faisons la politique en dehors de la corruption morale, matérielle et financière. Amenons notre peuple à être éduqué, instruit. Laissons à ce peuple intelligible et intelligent d'analyser nos projets de société et de faire son choix. Car c'est ainsi que le peuple pourra assumer son président. Frères et sœurs de la Terre de l'Espérance, notre émission, c'est Côte d'Ivoire 2020. Quel projet du REVAS? Aujourd'hui, nous allons parler du système éducation-formation. Nous allons parler globalement de l'école. Le thème que nous allons traiter est donc quel projet école pour un univers sans grève? Quel projet école pour un univers sans grève? Bien-aimés frères et sœurs, l'enjeu, c'est mettre en place un système éducation-formation qui éduque et forme à des compétences pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'enjeu. C'est mettre en place un système éducation-formation qui va éduquer les cerveaux, les rendre fertiles, préparer donc ces cerveaux à la compétence requise par rapport à notre besoin de développement. Par rapport à notre besoin de développement. Car le système éducation-formation a pour but de soutenir notre développement. C'est pourquoi, alors que nous allons parler donc, de quel projet école pour un univers sans grève, il est important de voir ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Quelles sont les phases dans l'éducation? C'est-à-dire, en ce moment précis, en Côte d'Ivoire, de l'école primaire jusqu'au bac, il y a combien de phases? Nous avons le préscolaire qui est rentré dans les mœurs, petite section, moyenne section, grande section. Je parle de ce que nous avons maintenant. Ça fait 3 ans. Ensuite, nous avons le primaire, CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, ce qui fait 6 ans. Et on entre au collège pour passer 4 autres années au premier cycle. 6e, 5e, 4e, 3e.
4 ans. Ensuite, on entre au lycée pour faire la seconde, la première et la terminale. Ce qui fait que quand quelqu'un quitte le préscolaire, il a 16 ans pour faire son bac. Je n'ai pas dit qu'il a le bac à 16 ans. Il a 16 ans pour faire le bac. Donc, s'il rentre au préscolaire à 3 ans, il aura le bac à 19 ans. S'il rentre à 4 ans, il aura le bac à 20 ans. Voici le système qui existe maintenant. Le premier problème à régler, c'est le préscolaire et le primaire. Nous voulons bien que ce système-là reste. Mais il y a des failles. Et les gouvernants semblent ne pas bien comprendre et prêter attention. Je voudrais que l'auditoire puisse retenir que je vous parle en tant que psychopédagogue. Je vous parle en tant qu'enseignant. Je suis professeur de lycée. Je vous parle en tant qu'expert en formation des formateurs. Donc, nous avons matière à moudre aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais inviter les partenaires de l'école à regarder cette vidéo. Je voudrais donc inviter ceux qui sont en train de regarder à partager, afin que tous les partenaires de l'école aient accès. Car nous suscitons le débat. J'ai dit qu'au niveau de notre parti politique, le REVAS, nous ne ferons jamais de promesses. Ni moi, le président, ni mes vice-présidents, ni notre bureau, ni notre parti ne fera de promesses. Parce que nous n'avons rien à donner. Nous avons un pays commun, une terre commune, des ressources communes. C'est ensemble que nous devons travailler à développer ces choses. C'est ensemble que nous devons travailler à créer notre bonne école, notre bon système de formation. C'est ensemble que nous devons repérer les compétences à donner à nos enfants, à nos jeunes frères, pour qu'ils intègrent véritablement notre développement. Et qu'enfin, nous puissions mettre notre développement sur les rails. Donc, pas de promesse, mais une proposition qui est là, autour de laquelle nous voudrions que tout le monde vienne pour que nous travaillions, afin de le rendre parfait. Ce n'est qu'une œuvre humaine, pour que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, amorcer le développement réel de notre pays sur nos propres valeurs. Le préscolaire et l'école primaire, dans leur institution actuelle, ont une grande faiblesse. La toute première faiblesse, c'est l'année de scolarisation. Tout le monde veut mettre les enfants à l'école tôt. C'est à croire que quand les enfants sortent de la maternité, on devrait les mettre à l'école. Le REVAS va devoir prendre une décision politique sérieuse, mais qui est fondée sur une analyse logique. Je l'ai fait moi-même, par moment. Ensuite, je suis en tant qu'acteur, en tant que formateur, en tant qu'enseignant. J'ai compris les inconvénients. Mettre un enfant à l'école à 3 ans est une mauvaise chose. Mettre un enfant à l'école à 4 ans est une mauvaise chose. Confronter un enfant, disons son cerveau, à 5 ans, dans une école primaire, c'est une erreur. C'est pourquoi nous proposons la chose suivante. Il faut bannir, mettre les enfants à l'école avant 5 ans. Et l'enfant qui doit affronter le cours préparatoire doit avoir 7 ans. La raison est simple.
Le cerveau d'un enfant de 3 ans peut être développé par des jeux à la maison, ce que vous savez bien faire et je vous remercie. Au lieu d'offrir des pistolets pour préparer des futurs rebelles, offrez des jeux comme des Lego qui leur permettent de construire des trains, de construire des maisons, de construire des bonhommes. Offrez des jeux éducatifs. Aujourd'hui, il y a des tablettes pour enfants. C'est vrai que tout ça est cher. Il faut que le REVAS trouve à mettre en place un système pour que ces appareils deviennent moins chers plutôt pour l'école, pour que ce soit accessible aux parents d'élèves. Donc, offrez des jeux éducatifs à vos enfants. Et je vous en conjure, laissez vos enfants chez vous à la maison jusqu'à au moins 5 ans. On va vous expliquer le circuit que le REVAS propose. Personne ne perdra. Mais nous aurons des cerveaux aguerris pour aborder la formation. De 0 à 5 ans, laissez l'enfant grandir dans le cadre familial. C'est un lieu d'apprentissage extraordinaire. Si vous n'avez qu'un enfant, favorisez le contact avec les autres. Trouvez la solution. Si vous en avez 2 ou 3, gloire à Dieu. L'environnement est requis pour ça. Mais un enfant de 0 à 5 ans a besoin de l'encadrement paternel et maternel. Un enfant de 0 à 5 ans a besoin de développer son cerveau, mais dans l'univers familial, exclusivement. C'est pourquoi le REVAS propose que ce que vous appelez jardin d'enfants ne commence qu'à 5 ans, avec le préscolaire en 2 sessions. Nous bannissons moyenne section, petite section, grande section. Nous voulons 2 sessions dans le préscolaire. Session 1, session 2. Si vous voulez, vous pouvez appeler première section, deuxième section. La première section sera une loi rigide. Ne peut entrer en première section qu'un enfant âgé de 5 ans. Il passe la première section, il va faire la deuxième section à 6 ans. À partir de là, il va entrer au cours préparatoire. Donc, suivez bien. La préparation que nous faisons maintenant par le REVAS, de faire le préscolaire en 2 ans, section 1, section 2, à 5 ans et à 6 ans, fait que l'enfant va entrer à l'école primaire à 7 ans. Son cerveau est prêt. Mais contrairement à ce qui existe maintenant, et qui est une perte de temps, soit salué Madame la première vice-présidente. Monsieur le 3e vice-président était en avance, il a commencé le travail. Tu as intérêt à lui dire merci. Lorsqu'il va entrer à 7 ans, son cerveau est aguerri. Je vais vous expliquer le principe du fonctionnement du cerveau au niveau pédagogique. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on fait cours préparatoire première année, cours préparatoire deuxième année. Au REVAS, nous disons non. C'est la même matière. Dès lors que nous avons un préscolaire qui va être solide, parce que nous allons lui confier une fonction très importante, il n'aura plus de cours préparatoire 1 et 2. Il aura simplement un cours préparatoire. Donc, préscolaire 1, préscolaire 2, cours préparatoire. Ensuite, l'enfant va passer au cours élémentaire. Il n'aura plus de cours élémentaire 1 et de cours élémentaire 2, mais il aura un cours élémentaire. Ensuite, l'enfant va passer au cours moyen. Il n'aura plus de CM1
Et après une autre année de CM2, il aura simplement CM, cours moyen. À partir de cela, analysons. L'enfant, il rentre à 5 ans au préscolaire 1. Il a 6 ans au préscolaire 2. Il a 7 ans au cours préparatoire. Il a 8 ans au cours élémentaire. Il a 9 ans au cours moyen. Ça, c'est gérable. Maintenant, nous sommes encore en train de travailler dessus et les instituteurs sont un peu réticents à cause de la peur qui règne en Côte d'Ivoire. Ceux que j'ai contactés sont réticents à travailler sur ce dossier correctement avec moi. Parce que je voudrais instaurer un cours supérieur. Si tu veux, comme on dit moyen, il faut passer à supérieur, naturellement. Qui ferait que l'enfant, il a 10 ans quand il finit son cycle primaire. À partir de là, il va entrer au collège pour faire ses 4 ans et au lycée pour faire ses 3 ans. Du coup, il aura 16 ans ou bien 17 ans quand il va faire son bac. Acceptable. Sous d'autres cieux, vous êtes autorisé à faire le bac à 19 ans. Souvent, les parents ne comprennent pas les raisons. Mais c'est au niveau du cerveau. Donc ça, c'est le premier défi majeur. Je sais qu'on vous a tellement gavé de mensonges. Je sais qu'on vous a tellement gavé du faux que vous êtes réticents quand vous entendez la première fois une proposition qui va apporter la révolution scolaire. Donc nous retiendrons que nous proposons que l'enfant entre à 5 ans et il sortira pour entrer au collège à 10 ans ou à 9 ans. Techniquement, cette partie peut être réglée avec les inspecteurs et autres pour nous assurer que quand il transite à 9 ans ou à 10 ans au collège, il est aguerri. Donc, 3 ans au lycée, 4 ans au collège, ça fait 7 ans. 3 années de préscolaire, disons de primaire. Donc, ça lui fait 7 ans. 3 années de primaire ou 4 années, ça fait 10 à 11 ans. Plus les 2 ans de préscolaire, ça lui fait 13 ans. Donc 13 ans, plus l'âge auquel il entre au primaire, il aura le bac à 17 ans. Il aura le bac à 16 ans. Ça, c'est la première proposition. Mais maintenant, ce que nous proposons là doit être soutenu par quelle pédagogie? Ce qu'on appelle la pédagogie, c'est une science de la facilitation de l'apprentissage. Je vais donner quelques exemples pour qu'on comprenne mieux. Tout le monde sur cette terre a le droit de manger de la pomme de terre. Tout le monde sur cette terre a le droit de manger de l'igname, de la banane, du taro. Mais si vous prenez un bébé de 3 mois, il en a le droit. Mais comment préparer lui son taro pour que cela soit digeste? Peut-être qu'on lui fera la purée de taro. Alors que nous, on peut braiser le taro au feu et manger cela avec acharnement. Chose que d'ailleurs, nous devons apprendre régulièrement à faire, car c'est notre alimentation de base. Cela s'entend. Je salue nos frères de l'Ouest, d'Ivo, Iré, Man et autres, par où nous avons appris à connaître ce féculent, le taro. Donc la pédagogie, en tant que facilitation de l'apprentissage, va adapter les contenus au niveau de l'évolution du cerveau. Et donc, il y a un pédagogue, un psychopédagogue. Ils sont beaucoup à l'avoir fait. Mais dans le domaine cognitif, c'est-à-dire que dans le domaine de l'intelligence, j'ai apprécié particulièrement un qu'on appelle Bloom.
qu'on appelle Bloom. Et Bloom a fait une classification. Et moi-même, j'ai été formé, alors que je devais devenir enseignant, à cette classification. Et nous avons trouvé cela meilleur et plus adapté aux réalités. C'est un spécialiste. Nous avons confiance. Pas moi seul. L'État de Côte d'Ivoire même a eu confiance. Le drame, c'est que ça ne s'est appliqué qu'à l'enseignement technique, à la formation professionnelle. Donc ça n'a pas été vulgarisé. Nous voulons aller plus loin avec cela. Bloom sépare le développement du cerveau dans toute formation intelligente à 6 niveaux. Écoutez bien, c'est pour ça que j'insiste. Je ne parle pas très souvent de partager, mais j'insiste pour que vous partagiez cette vidéo. Parce que c'est la révolution de l'école qui va commencer. Et vous verrez que des gens viendront chez nous pour apprendre. On a décomposé l'évolution du cerveau dans l'apprentissage cognitif, dans la formation cognitive à 6 niveaux. Le premier niveau, c'est la connaissance. Le deuxième niveau, c'est la compréhension. Le troisième niveau, c'est l'application. Le quatrième niveau, c'est l'analyse. Le cinquième niveau, la synthèse. Sixième et dernier niveau, le sommet de la pyramide, c'est l'évaluation. Ça se présente comme suit. Je n'ai pas voulu utiliser le grand tableau. Donc, on va regarder ça. Vous voyez cette pyramide? Donc, là, en bas, nous avons la connaissance, ok, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse. Et au sommet, nous avons l'évaluation. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, ce que vous voyez là, lorsqu'on parle de connaissance, c'est l'étape où c'est la mémoire qui est primée. Donc, c'est la mémoire qu'il faut former. Et un enfant de 5 ans peut s'exercer et exercer sa mémoire. C'est pourquoi, pour ceux qui se souviennent, nous avions les récitations, les chants, vous voyez, la table de multiplication. On appelait ça apprendre par cœur. En réalité, c'était l'exercice pour cultiver la mémoire. Donc ici, à ce niveau, on demande à l'élève de retenir et quand on va l'interroger, qu'il puisse nous rendre exactement ce qu'il a appris. On ne lui demande pas autre forme d'analyse ou non, rien. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. C'est ça qu'on te demande. C'est pour ça qu'on dit réciter. Qui veut réciter? Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est ce premier niveau-là. Le deuxième niveau parle de compréhension. C'est-à-dire que l'élève atteint un niveau où il est capable de traduire, d'interpréter. Voici les deux niveaux qui vont être alloués aux préscolaires et aux primaires. C'est-à-dire, en 5 ans, il faudrait que l'enfant soit capable de retenir et de rendre ce qu'il a retenu. Et qu'il puisse en faire un premier niveau d'interprétation, un premier niveau de traduction. Vous voyez, je vous ai présenté une pyramide. Parce que la pyramide ne tient debout que lorsqu'elle a une bonne base, une base solide. Et croyez-moi, je me souviens de nos leçons de l'école primaire et je peux vous certifier qu'à l'époque, ce qu'on appelait l'enseignement traditionnel, ne vous me prenez pas parce qu'on utilise le mot traditionnel. Non, c'est le procédé pédagogique qui fait qu'on appelait traditionnel. Donc, cet enseignement traditionnel donnait une base solide. Mais l'élément important que les gens avaient oublié, c'est que les gens allaient à l'école déjà après avoir atteint un certain âge. On allait au CP1 souvent à 10 ans. C'était pas mauvais. On allait au CP1 à 9 ans, à 8 ans, à 7 ans.
On avait déjà suivi nos parents pour aller à l'école. Pardon, au champ. Pour aller extraire le bangui. Pour aller faire les pièges. On avait déjà appris à compter. En Bambara, en Baoulé, en Agni, en Abiki, en Agukru, en Bété, en Yakuba, en Guéré, en Wobé. On a eu le temps d'apprendre à compter. On a appris à parler couramment cette langue qui est la nôtre et qui est notre référence de base. C'est pourquoi justement lorsqu'on vous parle de traduire, l'enfant va être capable de regarder le maïs que le Baoulé appelle ablé et qu'on va lui dire que ça s'appelle maïs. Il intègre ça plus facilement parce qu'il a un système de référentiel, son cerveau ayant déjà été préparé dans le cadre familial pour. Donc quand tu lui dis maïs, il dit ah ok, ablignon. Et quand il rentre à la maison, maïs. Vous avez l'impression que ce n'est rien. Mais c'est la meilleure façon de travailler sa mémoire et de le faire passer à la phase de la compréhension. C'est pour ça que chez nous là-bas, on dit quand il voit rien dire, c'est qu'il a bien compris. Donc, l'élément fondamental, et c'est pourquoi il faut rééduquer nos instituteurs. Parce que, frères et sœurs, soyons honnêtes, actuellement, nos instituteurs, professeurs et autres sont nuls. Ce n'est pas leur faute. Ils ont été puisés dans un mauvais marigot d'élèves nuls, d'enseignants nuls. On est dans un cercle vicieux. Et la formation est mauvaise. C'est pour ça que nous n'avons pas de compétences. Et donc, les gens règlent les problèmes par la corruption. Parce qu'ils ne veulent pas affronter les examens. Ils ne veulent pas affronter les concours. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Professeur, rien. Élèves, rien. Je ne les insulte pas. Je fais un amer constat. Parce que l'école a dégringolé. Et c'est justement pourquoi le REVAS fait cette proposition pour mettre l'école sur les rails du temple du savoir. Nous en avons compétence et qualité. Ayez seulement confiance en nous. Donc, une fois que le niveau connaissance et compréhension permettent de former le préscolaire et le primaire, nos enfants sont aguerris pour aller à la phase application. C'est-à-dire ce qu'ils ont emmagasiné dans leur cerveau par la mémoire et qu'ils ont essayé à un premier niveau de traduction, d'interprétation, ils vont utiliser ces éléments-là pour passer à la phase suivante. Ils sont au collège. C'est-à-dire toute la phase 6e, 5e, 4e, 3e, vous allez voir qu'ils sont à cette phase de l'application. Je vais vous donner un exemple. Lorsque deux pattes sont parallèles, l'une est perpendiculaire à l'autre. Vous comprenez, non? On va lui dire action. Est-ce que vous comprenez? Mais avant qu'il n'entende parler de droite, il en a déjà tracé à l'école primaire. Vous comprenez? Il va passer maintenant à son application. Vous comprenez? Lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Ces choses-là, il s'est contenté de les mémoriser à l'école primaire et dans le circuit préscolaire primaire. Maintenant, il va le rendre. Il va appliquer simplement. Il va appliquer ça, excusez-moi, bêtement. C'est ce qu'on lui demande. Le théorème de Pythagore. On va lui parler du théorème de Thalès. Vous comprenez? Il va appliquer ça. On va lui parler de la composition des fonctions. Il va entendre parler de Goff, Géron F. Il lui va dire c'est Goff. Il sera à une simple phase d'application. Et quand il passe au lycée, il rentre dans la phase de l'analyse. Vous voyez, ici, on va commencer à lui parler de philosophie. Est-ce que Dieu existe? Vous voyez, il va analyser, il va tirer sa propre conclusion. Il peut dire Dieu n'existe pas selon sa propre compréhension des choses, après son analyse. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Ce qu'on lui demande, c'est que son cerveau soit capable de faire ce jeu.
On ne lui demande pas que Dieu existe ou non. On n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée. On lui demande de raisonner, d'analyser, d'objectiver. Vous comprenez? Voilà. Ensuite, on passe à la synthèse. Et là, nous sommes à l'université. Il écoute un cours magistral. Il va à la bibliothèque. Il voit l'assistant. Et puis, il se fait lui-même son propre cours. Il fait la synthèse de tout ça et tire une conclusion pour sa propre formation. Après, il va passer à la phase évaluation. C'est-à-dire qu'on passe à la phase professeur d'université et autres, des gens qui sont capables, c'est le dernier plafond, de se retourner en bas pour juger ce que les gens font en bas. Et être capable de dire, ce que vous faites là n'est pas bien, ce que vous faites là est bien. Moi, je suis à cette étape de regarder notre école et de dire, c'est pas bien, il faut changer. C'est pour ça que nous indiquons par le REVAS aujourd'hui et nous portons ce fardeau, cette voie que nous présentons. Donc, c'est ce système pédagogique qui va soutenir, comment on appelle ça, qui va soutenir les classifications. Donc, au lieu de faire 6 ans d'école primaire, on ne fera plus 6 ans d'école primaire. On fera 3. Dans le pire des cas, 4. Donc, on gagne 2 ans. Au lieu de faire 3 ans de préscolaire, petite section, moyenne section et grande section, on n'en fera plus 3. On fera 2. On gagne 1 an. Ça nous fait 3 ans de gagner. Ces 3 ans de gagner, je vous en prie, on va ajouter sur l'âge des enfants avant qu'ils viennent à l'école. Parce que de toute façon, quand il va venir à 5 ans, il ne perdra rien. Puisque sur l'ancien système, il gagne déjà 3 ans. Voire même 4 ans qu'on met de côté. Donc, si tu as peur que ton enfant vieillisse, n'aie plus peur. Le circuit est raccourci, mais on demande à ce qu'il monte au préscolaire à 5 ans. Et le préscolaire 2 à 6 ans. Et qu'il monte au primaire à 7 ans. Le cerveau est prêt à acquérir rapidement. Donc, il peut avancer et à 17 ans, il va faire son bac sans problème. Nous n'avons aucun doute sur ce que nous disons. Les moyens sont là. La seule chose à faire, c'est qu'il aura un travail supplémentaire pour l'équipe que nous allons monter. Et je voudrais être très clair avec vous. Il y a eu une génération d'instituteurs qui sont allés à la retraite parce qu'ils ont commencé à enseigner dans les années 70. Mais comme on a parlé de 30 ans de service, ils sont partis à la retraite autour des années 70 plus 30, donc disons à peu près autour des années 2000. Pour ceux qui sont encore en bonne santé, je vous assure que ce sont des bons instituteurs qu'on a mis à la retraite. Il va falloir signer un contrat avec eux pour venir relever le niveau de ceux qui sont là, qui ont un niveau nul. Naturellement, les recrutés du CAFOP aussi sont nuls. Je ne sais pas, je veux que vous compreniez simplement la chose. Parce que quand pendant 30 ans, 27 ans, l'école s'est écroulée, alors que celui qui est rentré au préscolaire a fait le bac à 19 ans, dans un mauvais marigot, vous espérez quoi de lui? Mais aujourd'hui, écoutez les gens parler dans les rues. Demandez-leur d'écrire. Regardez les contraventions que les policiers écrivent pour vous donner, lisez dessus. Allez dans les écoles, regardez les professeurs même quand ils écrivent. Les instituteurs étaient des modèles d'écriture à l'époque. Allez dans les écoles primaires aujourd'hui. Il y a une génération, sinon 2, qui sont sacrifiés. J'ai dit que ayons le courage de diagnostiquer les mots. Parce que justement, si vous écoutez nos ministres actuels, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils ont été puisés dans le mauvais marigot. Donc, ils n'ont pas l'art oratoire. Parce qu'ils n'ont pas l'art de la grammaire. Ils n'ont pas l'art de la conjugaison. Pour avoir l'art oratoire, être capable de faire des jeux de mots, être capable d'une cohérence dans un discours, il faut que ton esprit ait été préparé à la conjugaison, que ton esprit ait été préparé à la grammaire. Et lorsque tu parles couramment, tu fais quand même les accords. C'est très important. Et c'est ça que le REVAS va rétablir. Et c'est pour ça que nous vous expliquons
que vous devez nous accorder votre suffrage. Donc, en nous appuyant sur cette recherche que nous venons de faire, je vous l'ai dit donc, nous allons attribuer le préscolaire et au primaire la fonction de la connaissance et de la compréhension. Au collège, la fonction de l'application. Au lycée, la fonction d'analyse et à l'université, la fonction de la synthèse et dans les études post-universitaires, la fonction de l'évaluation. Mais sachez que tout évolue progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, lorsque vous êtes au niveau connaissance, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire autre chose. Mais quand vous êtes au niveau connaissance, lorsque vous montez d'un grade, c'est-à-dire au niveau compréhension, vous êtes chargé de votre bagage de connaissances. Donc vous êtes ici, en fait, vous avez connaissance plus compréhension. Lorsque vous montez au niveau application, vous avez la connaissance, vous avez la compréhension plus l'analyse. Lorsque vous montez, donc, je disais par exemple application. Lorsque vous montez donc au niveau analyse, vous avez des acquis. Et donc vous montez progressivement avec ces acquis. Donc c'est pour ça qu'on parle de compétences, c'est une somme de capacités intellectuelles. C'est très important. Une fois que cette classification est faite, nous allons appuyer tout ça sur le système syllabaire. C'est-à-dire, puisque ce que nous voulons, c'est que au préscolaire, l'enfant soit capable d'apprendre à bien lire. Merci Kolia. Il faut que l'enfant soit capable d'apprendre à bien lire et ensuite à bien écrire. Voici ce que nous lui demandons. Vous comprenez? Il faut que l'enfant soit capable de bien lire et de bien écrire. La fonction qu'on laissera au préscolaire et au primaire, c'est que ce que l'enfant lit, il faut qu'il soit capable de l'écrire. Ce que l'enfant écrit, il faut qu'il soit capable de lire. Il faut que l'enfant soit doué déjà là dans la conjugaison, dans l'art de conjuguer, dans l'art grammatical. La mangue que j'ai mangée, il faut que l'enfant soit capable de ça. Donc, ce que j'appelle le système syllabaire, qui a disparu aujourd'hui, c'est que les gens ont oublié qu'il faut d'abord que l'enfant apprenne la lettre, ensuite les syllabes. Après, il forme des mots. Quand il est compétent à former des mots, il a la tâche de mettre les mots ensemble pour former des phrases. Et c'est en s'appuyant sur les syllabes qu'en réalité l'enfant apprend à lire. Parce que do-a, da, bo-a, ba, alors qu'il est écrit do-a, bo-a, c'est-à-dire daba, l'enfant dans l'exercice de la lecture va commencer par dire dans son cœur do-a, da, bo-a, ba, donc daba. Il va hésiter sur le mot, mais il va finir par son exercice interne à lire. Donc, les premières heures, il apprend l'alphabet. Il y a 26 lettres, je crois qu'il y a 6 consonnes, il y a 20 voyelles, c'est A, B, C, D jusqu'à Z. Ensuite, on lui apprend à faire des syllabes, c'est-à-dire à les mettre côte à côte. Ro, A, Ra, Ro, O, Ro, Ro, E, Ré, Ro, E, Ré. Il apprend tout ça. On met Mo, I, Mi. Si on écrit Rémi, il va dire Ro, E, Ré, Mo, I, Mi, Rémi. C'est comme ça qu'on travaille dans l'exercice de la lecture. Et dès lors qu'il sait lire, si vous lui dites d'écrire Kwaku, en décomposant les syllabes, il va écrire Kwaku. C'est très, très, très important. Et c'est pour ça que le système scolaire qui était basé sur ce qu'on appelait à l'époque la pédagogie traditionnelle
nous a donné aujourd'hui d'être capables de nous exprimer comme nous le faisons aujourd'hui. C'est pour ça que dans l'ancien temps, vous tombez sur des instituteurs ou bien des gens de la vieille génération, on dit qu'ils ont fait CM2 seulement. Mais quand vous discutez avec eux, il a la cohésion de la conjugaison, de la grammaire. Il a la cohésion de ce qu'on appelle les lignes. Vous discutez avec eux, vous êtes heureux de parler avec ces gens-là. Donc ça, c'est très important. Et que les instituteurs retiennent que nous allons revenir donc à ce système syllabaire. On ne va pas ouvrir un livre de CP1 à un élève et puis on va lui montrer les images et puis on va lui dire de lire. Il lit quoi? Il ne peut pas lire. Ce que nous allons lui demander, c'est d'apprendre à connaître A, B, C, D. Ensuite, on va lui former des syllabes. Après, il va arriver aux mots. Moi, je me souviens bien, lorsque nous avons fini de former des mots, notre maître, dans notre premier exercice, avait mélangé des mots au tableau et nous avait demandé de former une phrase. C'était « Maman va au champ ». Nous, on était au village, il ne peut pas nous dire marcher, on ne sait même pas ce que c'est. Donc, il a mis « Maman va au champ ». Il a mélangé « Maman » ici, il a mis « va là », il a mis « au » de l'autre côté, il a mis « champ », il a dit « former une phrase ». On a observé, parce qu'on connaissait les syllabes, on savait lire les mots. « Maman au champ va », l'intelligence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va traduire, il va interpréter. Maman va au champ. Tu es fier de remettre ça dans cet ordre-là. Et c'est justement cette fierté qui va fouetter ce qu'on appelle ta motivation intrinsèque. Et tu te dis, waouh, je ne suis pas bête, je sais apprendre, je dois y arriver, parce que je peux. Écoutez-moi parler. N'êtes-vous pas convaincu de ce que je sais? C'est ça, cette formation-là. Ça ne veut pas dire qu'on retourne à un système archaïque. Quand on dit retour aux valeurs sources, ce n'est pas qu'on retourne à un système archaïque. Quand on dit retour au système traditionnel, ce n'est pas qu'on retourne à un système archaïque. On ne retourne pas à un système archaïque. On retourne à une pédagogie qui avait porté l'école plus haut, sous l'ère Houphouët-Boigny. Et nous voulons reprendre là, ensuite l'améliorer avec tous les éléments que nous avons. Donc aujourd'hui, faire le bac à 16 ans, 17 ans est possible. Mais recommencer l'école, vous comprenez, à 5 ans, 6 ans pour le préscolaire, 7 ans pour le cours préparatoire, 8 ans, on est au cours élémentaire, 9 ans, on est au cours moyen. Les inspecteurs nous aideront à conclure là, à ce niveau. Je suis très humble. S'il faut introduire ce qu'on appelle le cours supérieur, de sorte que dans ce cas, l'enfant sortira du système préscolaire à 10 ans. Et donc, à 11 ans, il est au collège. Donc, 7 ans plus tard, il a 18 ans, 17 ans. Il est au bac. C'est propre. Cet enfant est aguerri. Il est capable de construction. Il peut continuer tranquillement sa formation. Naturellement, il y a des choses dans la pratique. Il faut dépouiller les livres de certaines choses qui sont inutiles. Quand vous regardez qu'on vous prend 20 pages pour vous expliquer le théorème de Thalès, qu'on prend 20 autres pages pour vous expliquer la réciproque de Thalès, vous comprenez à quel niveau de confusion se trouve notre école. Et quand vous voyez que arrêt de notes devient arrestation de notes, vous comprenez à quel niveau se trouve la confusion de notre école. Mais on ne va pas continuer de pleurnicher. Nous avons des cerveaux capables de produire. Et au Revas, nous sommes des cadres qui sont capables de produire. Et nous avons produit ce projet que nous vous expliquons maintenant. Ensuite, nous allons vers la fin. Dans notre thème, nous avons dit dans un univers sans grève. Certainement que beaucoup se sont dit, mais il va faire comment? Être dans un système et ne pas apprendre, c'est l'échec. Quand tu viens au pouvoir et que initialement tu sais que tu as droit qu'à 5 ans, parce que rien ne dit que tu seras réélu, et que ce que tu as prévu faire en 5 ans, tu n'as pas fait,
pour venir escroquer moralement le peuple, pour dire donnez-moi 5 autres années pour compléter. Et qu'après tu veux tripatouer pour aller à 15 ans. Ça, c'est la preuve de ton incapacité à cerner ce que les autres ont produit pour toi. Parce que tu n'as pas produit ça toi-même. Vous voyez? Beaucoup ici dirigent les partis politiques. Ils n'ont pas de projet, donc ils n'ont rien produit. Ils sont à la tête d'industries qui n'ont pas produit. Donc, finalement, ils sont là et ils ne savent pas ce que faire. C'est pourquoi tout s'écroule autour de nous. Mais lorsque vous avez mis votre enfant au monde, c'est-à-dire, je vais me souvenir de ces braves femmes qui portent un enfant pendant 9 mois et qui font sortir cet enfant au bout de 9 mois. L'amour que le père peut avoir pour cet enfant-là n'est pas la même chose que la maman a pour son enfant. Là où l'enfant manque de tomber et puis la maman tremble, le père ne va pas trembler parce que il n'a pas mesuré les mêmes douleurs, les nausées, les retournements de ventre. Quand on ne peut plus se coucher sur le ventre et autres, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Nous avons de la capacité et de la compétence. Maintenant, pourquoi nous allons entrer dans un univers sans grève? Vous voyez, soyons humbles. Il est écrit que lorsque vous avez une brindille de balai, il est facile de casser. Mais lorsque vous prenez le balai complet, vous avez du mal à casser. Un fil qui a plusieurs brins est difficile à casser, disent nos spécialistes. Et nous agréons ce qu'ils disent. Il faut arrêter une fois pour toutes dans ce pays de faire des choses pour imposer aux autres. C'est pour ça que les gens ne s'entendent pas. Il faut faire les choses avec tout le monde. N'ayez pas peur, c'est possible. Afin que la décision soit collégiale. Et lorsque tous les partenaires de l'école sont impliqués pour prendre une décision, ils sont tous pairs de la décision. Au moment de l'application, si c'est coincé, on est humble pour dire, les gars, est-ce que la décision a été bonne? Auquel cas, on va remédier. Excellente chose. Mais nous avons des petits ministres que nous n'avons pas élus. Donc, ils ne dépendent pas de nous. Ils ne sont pas responsables devant nous. Moi, je voudrais instruire mon peuple. Les ministres que vous voyez là, vous ne les avez pas élus. Ils ne peuvent pas faire malin sur vous. Ils ne doivent pas faire malin sur vous. Les ministres sont les boys du président que vous avez élu. Et comme le président est votre boy, est-ce que le boy du boy a le droit de venir citer devant le patron? Donc, les ministres là, c'est ceux qui font malin. Hein? Moi, ils ne peuvent pas. Je n'étais pas élu. Tu es responsable devant ton président qui t'a nommé. Mais moi, tu n'es pas mon chef. Et je voudrais que le peuple de Côte d'Ivoire comprenne qu'un ministre n'est pas son chef. Je deviendrai président de la République. Les ministres que je vais nommer vont l'entendre dire. Ils ne sont pas chefs de mon peuple. Ils sont esclaves de mon peuple. Alors, des ministres qu'on ne peut pas recevoir, qui ne veulent pas recevoir des gens, des ministres qui... On vous a acheté voiture climatisée, on vous a donné chauffeur. Vous n'êtes pas capable d'aller au travail à 5 h du matin. Et c'est quand nous, on a fini de prendre notre salaire, payer notre voiture, on est dans l'embouteillage, vous voulez pancoum, vous voulez passer. Ça, c'est un manque de respect au patron. Parce que le peuple est le patron de votre président qui vous a nommé. Larguez ce peuple, messieurs. C'est comme les députés. Le peuple vous donne mandat de le représenter et du coup, vous vous prenez pour le maître du peuple. Mais vous voyez, l'ignorance est l'arme de la mort. Le jour où mon peuple va se réveiller, le pays va se redresser. Parce qu'il n'y a pas un président qui va venir s'arrêter pour faire un discours à la con, pour penser qu'il peut imposer des choses au peuple dont il est représentant. On propose au peuple. On n'impose pas. On ne dit pas moi, je ne veux pas ceci, moi, je ne veux pas cela. Tu as mis qui au monde ici? L'Afrique est maladroite. J'ai dit, si vous restez dans cette mentalité-là, l'Afrique ne va jamais se développer. C'est pour ça que vous ne voyez pas que vous êtes des gens qui font des discours creux. Depuis les Nkrumah, en passant par les Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui, vous parlez tous de panafricanisme. Mais vous n'avez pas encore su attraper la manivelle
qui va vous permettre de mettre le panafricanisme en place. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des discours creux, incapables d'initiative. Nous proposons la chose suivante. Quels sont les partenaires de l'école, puisque nous sommes dans le cadre de l'école? Les premiers partenaires de l'école, ce sont les parents d'élèves. C'est dommage qu'ils soient absents aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas d'enfants, il n'y a pas d'école. Donc, le premier partenaire de l'école, ce sont les parents d'élèves. Ensuite, viennent les élèves. Après, viennent les enseignants et les formateurs. Après, viennent ce qu'on appelle l'administration scolaire. Directeur d'école, censeur, éducateur, inspecteur. Ce qu'on appelle les personnes ressources du milieu professionnel, du milieu socio-professionnel. C'est-à-dire, si nous sommes dans une école de formation de sages-femmes, par exemple, nous avons intérêt à avoir des sages-femmes qui ont atteint un certain niveau de compétences, d'expérience, pour venir participer au débat de l'école. Parce que c'est eux qui peuvent nous informer de ce du terrain afin qu'on améliore les performances de nos formés pour qu'ils arrivent à régler ces problèmes en sortant. Donc ceux-là, on les appelle les personnes ressources du milieu socio-professionnel. Après vient le gouvernement, en espérant que le président qui préside à ce gouvernement a eu de l'intelligence d'avoir un projet qu'il a ficelé avant d'être candidat. Parce que souvenez-vous, lorsque dans un des livres, disons dans la Bible, on parlait du roi Assuérus, quelque part il a été fait mention que le ministre qu'il a nommé, il était en train de former le ministre. Excusez-moi si je suis allé dans la Bible, mais c'est pour vous sortir ça. Ça dit Assuérus est roi. Il a appelé un ministre, viens servir ta nation. Assuérus a pris le temps de former le ministre. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je dis à Mondarus, tu es ministre du culte et de la cohésion sociale, quand moi j'ai créé le département, en disant culte et cohésion sociale, c'est dans mon cerveau à moi que la cohésion et le culte ont été conçus. Ce n'est pas dans le cerveau d'Amon. Je dois sortir ça de mon cerveau et puis aller coller dans pour lui. Pour qu'il soit capable de servir sous mes ordres notre pays. Mais toi, tu nommes un ministre et tu veux que c'est le ministre qui mette en place des structures pour ce que toi, tu aurais pensé inadmissible. Si vous voyez que l'Afrique échoue, si vous voyez que la Côte d'Ivoire échoue, c'est le vrai sens qu'elle a. On nomme pas un ministre parce qu'on veut faire de la géopolitique. Donc il faut que je le prenne au nord ou il faut que je le prenne au sud. Non. On nomme un ministre parce que depuis qu'on est en train de faire l'exercice politique, en tant qu'acteur politique, on a rencontré des gens et on connaît leur réactivité, on connaît leur réaction. On sait de quoi il est capable. Et donc, on sait que, vu ses compétences et sa capacité de réaction, si on le canalise avec une mission, il est capable de rendre cette mission. Je dis, je te nomme ministre de l'Éducation nationale. Parce que je l'ai vu évoluer. Ce qui est en moi, il a déjà une partie. Facile pour moi de le former. Quand on dit séminaire du gouvernement, c'est le président qui est le professeur des ministres. C'est pourquoi le président s'attache à un certain nombre de conseillers. Enfin, il ne faut pas le faire pléthorique comme Gbagbo l'a fait, sans conseiller. Tu écoutes qui? Dans les grands axes principaux, tu as 2-3 conseillers qui vont à la recherche de ce qui te manque pour t'apporter. Et toi, tu formes tes ministres. Voilà. Un président de la République qui fait visite à l'université et qui n'est pas capable de parler ne serait-ce qu'une seule matière de l'université, ce n'est pas la peine qu'il dégage. Comment les étudiants vont te respecter? Prouve-leur que tu as de la matière à moudre. Ok. Quels sont les 2 premiers problèmes à régler pour qu'il n'y ait plus de grève? Il y a ce qu'on appelle la conférence budgétaire. Parce que la plupart du temps, les grèves sont des problèmes d'argent. Écoutez, respectons les instituteurs. Respectons les professeurs. Respectons les fonctionnaires qui sont dans le système
éducation, formation. Ne concevons pas un budget pour l'année sans tenir compte de leurs déshydratants. Donc, le REVAS propose, au mois de novembre, les syndicats sont déjà aiguillonnés pour faire leurs propositions en fonction de leurs déshydratants, de leurs besoins. Tous les syndicats de l'école, syndicats du primaire, du secondaire, technique, professionnel, secondaire général, de l'université, les syndicats là vont travailler. Voici ce dont nous avons besoin. Nous espérons que notre salaire soit monté à tel niveau. Point. Nous voulons tel niveau de sécurité dans nos services. C'est ça qu'ils apportent à la conférence budgétaire. Mon ministre de l'économie et des finances, lui, il va à la recherche pour dire, l'année dernière, nous avons pu recueillir telle quantité d'argent. Cette année, nous espérons recueillir tant. Puisque c'est sur cette base que nous allons faire notre budget. On va tous, les partenaires que j'ai cités, parents d'élèves, élèves, enseignants et formateurs, administration scolaire, personnes ressources du milieu socio-professionnel et le gouvernement, nous allons à la conférence budgétaire au Parlement. Les syndicats vont prendre la parole pour dire nous avons besoin de tel niveau d'augmentation de salaire. Nous avons besoin de tel niveau de matériel didactique. Nous pensons que ça va coûter tant. Les élèves vont remettre leurs utilisateurs et vont dire ça va coûter tant. Les autres sont des arbitres. Le ministre doit être capable de dire, en fonction de ce que nous avons eu l'année dernière et des prévisions que nous attendons pour cette année, ce que vous demandez, on ne peut pas satisfaire. Voici le niveau de satisfaction. Pourquoi au Parlement? Parce que c'est le peuple qui est là-bas, c'est le peuple qui est le patron de tout le monde. Parce que c'est le peuple qui va décider. Ce débat ayant lieu devant le Parlement, à un moment donné, vont arriver à un accord. Les enseignants et tous les partenaires de l'école comprendront qu'en fonction de ce qui est fait et qui sera trouvé, on peut peut-être leur accorder que 2% d'augmentation de salaire, en tout cas pour cette année en cours. Le niveau de matériel qu'ils ont demandé, ils ne pourront peut-être avoir que 40% compte tenu de nos richesses. Les élèves sauront que l'état des bancs ne pourront être peut-être tout réparés qu'au milieu du deuxième trimestre, par exemple. Et que les laboratoires seront fournis dès la rentrée. Tout le monde est rassuré. Tout le monde a vu dedans. Dès lors, quand l'école reprend, pour cette année-là, personne ne peut se plaindre. On peut remarquer des manques. On les note pour dire à la prochaine conférence budgétaire, il va falloir que nous insistons sur ce fait. Sans oublier que pendant l'année scolaire, il faut trouver des moyens, des temps de vérification. C'est-à-dire peut-être au bout de 6 mois, il faut évaluer ce qu'on a déjà fait. Est-ce que ces choses sont respectées? Si nous faisons tous ça ensemble, qui va se plaindre pendant l'année? On se mettra au travail. Parce que si tu as à te plaindre et que tu as une revendication supplémentaire, tout le monde sait qu'on doit noter, le signifier, mais reporter ça au prochain budget, à la prochaine conférence budgétaire. Ce que j'ai dit, si simple pour les enseignants, est valable partout. On le fera avec les militaires, les policiers, on le fera avec les douaniers, on le fera avec tous les corps de métier. De sorte que nous sommes dans un pays où chacun sait l'argent qu'on va engranger. Mais maintenant, si au cours de l'année, le ministre n'est pas chargé, le ministre chargé de l'exercice, par exemple de l'enseignement supérieur, n'est pas en train de coordonner les choses telles que nous avons tous décidé, on n'a pas besoin de grève. Le groupe concerné retourne au Parlement. C'est-à-dire que les professeurs de l'université, dans ce cas, vont retourner au Parlement pour aller expliquer au peuple qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce qui a été décidé est le suivant et que le fameux ministre qui est là fait autre chose. Au Parlement de convoquer
le président pour l'entendre. Si beaucoup de cas se présentent comme ça et que le Parlement se rend compte que finalement c'est le président qui est incompétent et donc qui a accouché des ministres incompétents, le Parlement qui a pouvoir pour destituer le président peut engager la procédure de destitution ou bien peut exiger que le ministre soit révoqué pour incompétence. Parce que dans un peuple, il faut un patron. Le patron en démocratie, ce n'est pas l'exécutif, c'est le peuple. Nous voulons restaurer ces choses. C'est pourquoi nous faisons appel à la conscience de la Côte d'Ivoire. Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, voici notre proposition sur le projet école. Si vous y croyez, comme nous y croyons, alors venez adhérer massivement au REVAS. Le REVAS a besoin de vous. Mais encore plus la Côte d'Ivoire que nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. Et cette proposition que je vous présente va sauver l'école. L'école étant sauvée, c'est la Côte d'Ivoire qui va être sauvée. Je ne parle pas d'ici d'un homme ou d'une femme. Je parle de la Côte d'Ivoire qui doit retourner sur ses valeurs. Jeunes, femmes, venez adhérer au REVAS. Soutenez ce projet. Apportez ce qui peut être de la perfection. Apportez la force intellectuelle. Apportez la force financière. Et allons à la conquête de notre pays. Et bâtissons-la désormais sur ses propres valeurs. Voici l'école que nous vous proposons. Nous vous attendons. C'est pourquoi je voudrais remercier les membres de la direction du REVAS. En particulier, le troisième vice-président, la première vice-présidente, qui font un travail extraordinaire dans le soutien de tout ce que nous faisons. Un clin d'œil particulier à la première vice-présidente qui, du matin au soir, est dans le soutien avec des vidéos d'appel pour expliquer, pour ne pas dire à toute l'humanité, mais à la Côte d'Ivoire, les intérêts et les enjeux, les raisons pour lesquelles ils doivent s'adhérer au REVAS pour que nous construisons un pays meilleur. J'attire l'attention des autres. Quand on s'engage dans un mouvement, on est là pour la doctrine du mouvement. On ne peut pas mettre en priorité la doctrine des autres. Je vous vois partager les vidéos des autres. Quelle est votre conviction dans la doctrine que vous êtes entré? Soutenez la doctrine du REVAS parce que vous vous êtes engagé avec le REVAS. Soutenez le projet du REVAS parce que vous vous êtes engagé avec le REVAS. C'est ainsi que nous ferons envie. Parce que le projet, il est bon. En plus, nous avons les noms propres. Nous n'avons trempé dans aucune corruption, ni dans aucun vol, ni dans aucun crime. Nous faisons partie des victimes de ces 27 dernières années. Alors, restons soudés, demeurons dans la concertation avec notre peuple, écoutons la voix de notre peuple et produisons-le le pays qu'il veut, l'économie qu'il veut, la santé qu'il veut, l'école qu'il veut, qui va appuyer le développement désiré. Frères et sœurs, le président du REVAS a parlé. Paix sur vous. À la prochaine.